Ce soir, à l'émission, une médaille de l'Assemblée nationale pour le couple de patineurs Marie-Jade Loriot et Romain Legac. De pouvoir amener ce rayonnement-là à Sainte-Anne, c'est un plaisir. Et la franchise Pizza 900 se démarque à l'international. Pour moi, c'était une première participation. Cette compétition-là existe depuis super longtemps. C'est quelque chose qui est super reconnu. En entrevue, je reçois Mathieu Demers, avec qui il sera question de mobilité aérienne avancée. On parle de drone, on parle de hélicoptère avec 100 pilotes, donc autonome. Je m'entretiens également avec Stéphane Allary à propos de la détresse que suscite le projet de TGV Québec-Toronto. La tournade, un peu dans ce sens-là, quand une tournade s'en vient, où elle va-t-elle passer? Enfin, Maude Pilon-Bernier nous présente le comité de parents de Gym+. On a vraiment plus un niveau impliqué au niveau des événements, l'organisation des spectacles, des galas. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 15 avril 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Pour la 5e fois depuis le début de son premier mandat, la députée des Plaines, Lucie Lecourt, a remis une médaille de l'Assemblée nationale. Cette fois, c'est à un duo d'Olympiens de la région. Oui, plus précisément à Marie-Jade Loriot et à Romain Legac, un couple de patinage artistique, un couple dans la vie aussi qui cumule 2 participations aux Jeux olympiques, dont au dernier qui se déroulait en février à Milan-Cortina. Alors, Madame Lecourt a déjà remis des médailles à une personne qui s'est démarquée pour sa bravoure lors d'un incendie, un pharmacien impliqué dans sa communauté, à la famille Darèche aussi pour leur héritage musical, ainsi qu'à des dirigeants d'organismes communautaires. Cette fois-ci, c'est le parcours des athlètes qui répondaient aux critères de Madame Lecourt et de l'Assemblée nationale en faisant rayonner la région au niveau provincial, mais aussi au niveau international. On peut écouter à ce sujet Madame Lecourt. À l'heure où c'est important d'aller chercher tous ces éléments de fierté-là pour nos jeunes, puis leur démontrer comment réaliser ses rêves, c'est faisable, on a déterminé que ce couple-là était l'exemple parfait. Oui, parce que dans ce duo, l'une est née à Sainte-Anne-des-Plaines, alors que l'autre en a fait sa ville d'adoption. Oui, Marie-Jade Loriot est originaire de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est là qu'elle a fait ses débuts en patin. Son partenaire Romain Legac est né à Nogent-sur-Marne, en France, une ville à peine plus petite que Sainte-Anne-des-Plaines. Le couple patine ensemble depuis 12 ans maintenant. La remise de cette médaille était une surprise pour eux lors d'un cocktail organisé en leur honneur. On s'est mariés il y a 10 ans à Sainte-Anne-des-Plaines et c'est sûr que la ville a vraiment une importance pour nous dans notre couple et on aime rappeler que justement on vient pas nécessairement d'une très très grande ville, mais qu'on sent que il y a beaucoup de gens qui nous supportent. De pouvoir représenter aussi la communauté, c'est sûr que ça fait partie de nous, puis d'entendre qu'il y a une petite Anne Plénoise qui est rendue aux Jeux olympiques, ça me rend encore plus fière, puis de pouvoir amener ce rayonnement-là à Sainte-Anne, c'est un plaisir. De nombreux commerces de Sainte-Anne-des-Plaines soutiennent le duo depuis plusieurs années, notamment la Fournée d'Hortensia, où avait lieu l'événement de lundi dernier. Oui, vous le disiez tout à l'heure, le duo a représenté le Canada lors des derniers Jeux d'hiver. Qu'est-ce qu'ils avaient à partager sur cette expérience-là? Alors, déjà, Marie-Jade Loriot et Romain Legac avaient représenté la France à Pyeongchang en 2018. Cette année, c'était sous l'unifolié qui compétitionnait en danse sur glace. On peut les écouter à propos de cette deuxième expérience aux Olympiques. De pouvoir y retourner une deuxième fois, on dirait qu'on saisit un peu tout ce que ça implique d'y être. Puis on ne sait pas la prochaine fois, on ne sait pas s'il va y avoir une prochaine fois. Donc je pense qu'on en a encore plus profité. Mais c'est sûr que cette fois-ci, de représenter le Canada, le Québec cette fois-ci, c'est vraiment des très beaux souvenirs qu'on a eus. Et je pense que l'équipe canadienne est vraiment très, très tissée serrée, et même le Québec aussi. Le couple est arrivé en 15e position dans le programme de danse rythmique, 14e pour ce qui est de la danse libre. Plus tôt dans l'année, il s'était classé 3e au Canada et en mars au championnat du monde, 13e, toujours en danse libre. Et maintenant que la saison est terminée, qu'est-ce qui les attend? Alors, dans leurs mots, le mois d'avril est l'occasion pour eux de redonner à la communauté qui les attend supporter dans les derniers mois avec des séminaires et des spectacles. Puis l'été servira à se préparer déjà pour la prochaine saison, donc changement d'équipement, recherche de musique et chorégraphie de nouveaux programmes au menu.
On va changer de sujet. On va profiter du fait que vous avez rencontré la députée Lecourt. Vous lui avez demandé sa réaction par rapport à l'élection de la nouvelle première ministre, Christine Fréchette. Oui, qui a succédé donc à François Legault dimanche dernier à la tête de la coalition Avenir Québec. Madame Lecourt avait donné son appui la semaine dernière à son opposant Bernard Drinville, qui a été défait avec 42 % des voix. On peut écouter Madame Lecourt à ce propos. J'ai décidé de soutenir Bernard Drinville parce que c'est par l'expérience aussi que Bernard cumule depuis plusieurs années, mais il en demeure pas moins que, tu sais, Christine Fréchette, c'est une excellente candidature aussi. Ça va faire une excellente première ministre, j'en suis persuadée. Madame Lecourt a aussi annoncé qu'elle ne solliciterait pas un troisième mandat aux élections provinciales d'automne pour consacrer son temps à sa famille. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de pizza. Oui, à plus tard, Claude. Technosciences Mauricie, Centre du Québec, annonce la tenue de l'édition 2026 des finales régionales du défi Génie inventif, le jeudi 16 avril de 10h à midi à l'Université du Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme. 33 élèves des écoles secondaires de Lanaudière et des Laurentides relèveront le défi Tire la chaîne, qui consiste à concevoir un prototype capable de se déplacer sur la plus grande distance possible en tirant une chaîne au sol. 4 des 11 équipes en compétition atteindront la grande finale provinciale qui aura lieu le samedi 23 mai à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. La Ville de Rosemère tiendra une consultation publique le lundi 27 avril, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de présenter des règlements de concordance du plan particulier d'urbanisme du pôle régional. Les citoyens sont invités à y participer et à exprimer leur opinion sur ces règlements. Plusieurs sujets seront abordés comme le verdissement, les normes relatives au stationnement étagé et les critères liés à la mobilité et à la performance environnementale. Le Centre YMX Innovation accueillait hier à Mirabel un atelier stratégique sur la mobilité aérienne avancée, un exercice qui doit déboucher sur l'élaboration d'une feuille de route québécoise en la matière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'en discute avec Mathieu Demers, coordonnateur principal en aéronautique chez Mirabel Économique. Bonsoir, Monsieur Demers. Bonsoir. Alors, quelle serait la meilleure façon de définir la mobilité aérienne avancée, qu'on appelle aussi la MAA? La mobilité aérienne avancée, qui est un terme un peu technique là, qu'on entend, c'est tous les aéronefs non conventionnels. Donc, avions commerciaux, avions d'affaires et hélicoptères, c'est l'aviation conventionnelle. Tout aéronef différent de ça. Donc, on parle de drones, on parle de un hélicoptère avec 100 pilotes, donc autonome. On peut parler aussi de un avion électrique de façon autonome au niveau du vol. On parle tout de mobilité aérienne avancée. Okay. Et ça sert autant à la défense qu'au mode civil. Oui, j'allais vous poser la question justement. Je le perçois donc comme une chose qui est en train de naître, mais qui évolue très, très vite. On en est où là sur le plan technologique? Ce qui est intéressant, c'est que dans le milieu des entreprises québécoises, ils y travaillent depuis 15 ans. Donc, la mobilité aérienne avancée, c'est pas un nouveau domaine d'activité au Québec. Cependant, c'est rendu à l'étape de toucher la population. Donc, comment on peut s'en servir au niveau de nos villes, de notre Québec, de notre province, du Canada, mais aussi comment les entreprises peuvent maintenant en développer un modèle d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on l'entend de plus en plus. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Mirabel se positionne aujourd'hui avec ce secteur d'activité en développement. Donc, on se positionne comme chef de file au Québec, Canada, même en Amérique du Nord, pour des raisons bien précises dues à nos infrastructures. Vous l'avez bien dit, on n'est pas dans la science-fiction, mais bel et bien dans une réalité très actuelle. Il y a des pays qui sont déjà engagés dans la démarche. On est loin d'être en avance. Donc, tous les pays asiatiques, Corée du Sud, Chine, c'est très, très avancé. Cependant, ils ont un avantage que nous, on veut pas avoir, c'est qu'il y a une très, très forte demande venant du gouvernement. Donc, on n'est pas dans ce même paradigme-là. Nous, on est plus dans une fonction de comment on peut s'en servir, comment la population en a besoin et dans quelle direction on veut aller dès le départ. Là. Donc, c'est pour ça que ces pays-là sont très avancés. De l'autre côté aussi, il y a des pays qui investissent dans la mobilité aérienne avancée comme Dubaï, comme Singapour, parce que c'est très, très riche comme économie et ils veulent s'en servir comme mobilité additionnelle. Donc, on n'est pas non plus dans ces éléments-là. Nous, notre territoire est très large et très grand. Donc, comment qu'on peut desservir notre Québec avec cette nouvelle technologie? Vous avez donc tenu cet atelier-là hier ou aussi avant-hier à Montréal. C'était quoi le grand objectif? Donc, la réflexion en arrière de ça, c'est que
plusieurs entreprises sont impliquées. Aujourd'hui, ils ont développé, ils ont des technologies, donc on parle d'entreprises québécoises, canadiennes qui développent des eVTOL. eVTOL, c'est un appareil à décollage vertical, propulsé par l'électricité, donc moteur électrique, qui sert à transporter de la marchandise ou des passagers dans une vision. Donc, on a plusieurs entreprises qui s'en viennent à s'établir à Mirabel, donc Joint Mobility. Il y a une entreprise américaine qui est Wisk, qui appartient à Boeing, qui sont intéressés aussi à développer leur solution ici à Mirabel. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est de dire, OK, toutes ces entreprises-là commencent à s'y intéresser. Comment on peut offrir le terrain de jeu du Québec comme étant un potentiel premier client? Donc, quels sont les enjeux pour que tout ça se développe d'une façon cohérente et à la satisfaction de tout le monde? Donc, pour le besoin, c'est développer une première feuille de route. Donc, proposer à nos gouvernements une première feuille de route, c'était l'idée de l'atelier. Donc, pendant 2 jours, on a eu des tables rondes. On avait 12 thématiques qui couvraient la gouvernance, la réglementation, l'acceptabilité sociale, le développement socio-économique, tout ce qui est l'infrastructure de gestion de de cette mobilité-là. Et pendant 2 jours, avec à peu près 160 participants de toutes les sphères d'activité. Le gouvernement était représenté, le Transport Canada était là, NAV Canada, les municipalités, les entreprises. Et on a défini les priorités. Par rapport à l'acceptabilité sociale, votre partenaire Innovatech a dit, lui, que cet enjeu-là doit être traité comme un volet de conception du système et non pas comme une campagne de communication de fin de parcours. Je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à cette acceptabilité sociale? Mais c'est clair, c'est de mieux comprendre comment ça peut desservir le citoyen. C'est ça la clé. Ouais. Donc, on sera jamais contre de desservir nos régions en amenant des médicaments de façon plus rapide, en pouvoir servir les hôpitaux en région. Donc, on ne peut pas être contre ça. Comment on peut amener ces solutions-là? Donc, c'est ça les premières cas d'usage qu'on veut développer. C'est sûr, certains, si on commence en disant on va passer au travers de quartiers résidentiels avec des engins qui sont pas nécessairement matures en termes de technologie, il y a personne qui va dire je vais accepter ça. Donc, on est vraiment dans une compréhension de ça va être quoi les prochains cas d'usage et lesquels qu'on pourrait adopter au Québec qui fait tout son sens et qui ne sont pas non plus hors d'investissement. D'accord. Ben alors, tout ça semble maintenant un peu plus clair que ça l'était. Mathieu Demert, vous êtes coordonnateur principal en aéronautique chez Mirabel Économique. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Bien, merci beaucoup. La ville de Mirabel a adopté son inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale lors de la séance du conseil municipal du lundi 13 avril. Cet inventaire patrimonial compte 557 immeubles, comme des maisons, des bâtiments, accessoires, de fermes ou institutionnels. Tous les immeubles bâtis avant 1941 ont été analysés selon 19 critères prédéfinis, comme l'importance historique du bâtiment, sa signification culturelle, sa qualité artistique ou architecturale, l'intérêt de ses méthodes et des matériaux de construction, de même que l'attachement des citoyens envers l'immeuble. Le Petit Théâtre du Nord présente un succès populaire du 26 juin au 22 août prochain au Centre de création Boisbriand. Porté par Isabelle Lamontagne, Sébastien Gauthier, Mélanie Saint-Laurent et Steve Laplante, mise en scène par Véronique Côté, qui co-signe le texte avec Frédéric Blanchette, la pièce questionne notre rapport à l'amitié, à l'identité, à la vérité et à la popularité. Il est possible de se procurer des billets dès maintenant pour les représentations qui se tiendront les jeudis et vendredis à 20h, de même que les samedis à 16h. Ceux et celles qui tiennent le sport debout le font très souvent dans l'ombre. On parle des parents d'athlètes qui donnent de leur temps au sein des comités organisateurs. Voyez le reportage de Maude Pilon-Bernier. Le conseil d'administration, c'est tout nouveau depuis cette année. Puis le groupe de parents aussi, comité de parents. Mais ça fait quand même plusieurs années que je suis impliquée à toutes les années juste pour aider bénévolement, donner mon temps. Je suis souvent ici, justement, quand mes filles s'entraînent, je passe beaucoup de temps ici. Donc, dès que je vois que quelqu'un a besoin d'aide, je suis tout le temps là pour donner un petit coup de main. Puis là est venue maintenant l'idée de faire le comité de parents. Donc, on a vraiment plus un niveau impliqué au niveau des événements, l'organisation des spectacles, des galas. Puis dès qu'on a un petit quelque chose, une petite idée, là, on peut plus s'impliquer à ce niveau-là même. La comité parents était là pour réunir des parents, vraiment faire quelque chose, un contexte plus extérieur que ça soit juste la gymnastique et
de vraiment renforcer social la famille qu'on a ici en Gym+. J'aime vraiment ça parce que quand on pense parents dans le sport, on parle beaucoup d'initiatives, récolter des fonds par-ci par-là pour les compétitions qui coûtent cher parfois à l'extérieur de la province ou peu importe. Et c'est vrai, ça coûte cher, c'est pas donné. Exactement. Mais c'est sûr que quand tu as des parents qui sont là de devant et ils ont un encouragement et il y a une volonté, ça fait la tâche tellement plus facile. C'est du bénévolat, donc c'est vraiment le temps qu'on peut donner ou qu'on veut donner, en fait, là. Donc, c'est sûr que certains parents comme moi et Angela, on est souvent ici au club. Donc, on se dit, tant qu'à être ici, on va donner de notre temps utilement pour le gym, là. Donc, c'est sûr que là, on a fait un nouveau commerce, en fait, une petite micro-boutique et café pour servir autant les parents qui sont ici, qui regardent leurs enfants faire de la gymnastique. On a des athlètes aussi qui ont des périodes de collation. Donc, des fois, ça arrive qu'il y a un oubli ou un athlète qui a plus faim. Là, maintenant, on a des collations santé, des breuvages. Wow! Donc, c'est nous, comme parents, là, on se relaie, là, qui va aller chercher les commissions, là. On va faire les achats. On a gardé un inventaire pour que ça soit plus facile aussi, pour pas créer une charge supplémentaire, dans le fond, pour le club. Donc, c'est sûr que là, c'est un niveau d'implication supplémentaire, mais on est ici. Donc, on s'est dit, pourquoi pas rendre les choses plus agréables pour tout le monde, en fait, là. En fin de compte, on a des petits projets de vite fait, comme Geneviève a expliqué, le petit café. Il y a aussi le projet de spectacle de fin d'année qui s'en vient. En fin de compte, là, on fait un petit showcase de tous nos athlètes, que ça soit au tout petit ou au plus grand, de toutes les évolutions d'éléments qu'ils ont fait à travers. Il y a le Gala de Méritas qui est de retour cette année. On a quand même beaucoup de choses et à travers tout ça, comme vous l'avez dit, c'est des levées de fonds, oui, mais à la fin, on le fait pour les athlètes. On le fait pour les encourager directement ou indirectement et dire vraiment qu'on est là pour les surmonter et les guider à travers leur voyagement de gymnastique. On a un club à non lucratif, donc on a vraiment, c'est pas privé. C'est vraiment à la dépense des parents, c'est vraiment à nos dépenses, à nos poches. Ça, c'est sûr de lever le fond de tout, que ça soit 1 sou, 10 sous, des millions. Exactement, oui. On lance dans l'univers. Ça va directement au club. Ça, en fin de compte, the bottom line, c'est vraiment pour renouveler l'équipement. Un nouveau sol qu'on espère peut-être un jour. Oui. L'équipement en gymnastique, c'est comme une voiture. Ça se use, ça doit être réparé, ça doit être remplacé. Et c'est un coup de choc aussi, hein? C'est des petites filles qui passent à travers, des petits garçons aussi qui passent à travers. C'est l'usure. Et malheureusement, c'est pas donné non plus. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer comme ça puis de redonner aux autres? Moi, je le vois tout de suite là, que les gens sont contents. Là. Même quand je suis en arrière du comptoir, puis les gens, ils me jasent, ils me parlent, ils me posent des questions aussi. Puis, veux pas, avec toutes les années, on connaît notre club. Là. Oui. Donc, les gens, ils vont nous poser des questions sur le club. Oui. Puis même, moi, je vais aller chercher des fois l'information parce que je sais pas tout, mais c'est le fun. J'ai l'impression d'aider puis faire partie de la famille, dans le fond, là, du club. Qu'est-ce que tu dirais pour motiver d'autres parents à s'impliquer comme vous le faites, toi et Geneviève? Soyez pas peur. Ouais. Des fois, ça prend juste le petit coup. C'est pas nécessairement. On vous demande jamais de faire des gros rôles, mais juste être bénévolat pour nous aider à l'accueil, pour prendre des présences, ça fait toute la différence. Une journée, par-ci, par-là. Juste même dire allô, parler avec le coach de tes enfants. Hey, comment ça va? Comment qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, les enfants sont ici pour s'amuser. Oui. De la base. C'est ça que je dirais aux parents. Prenez juste le petit coup. Ouais. Juste sortez de la tête. C'est sûr, des fois, quand c'est gênant, c'est inconfort. Mais des fois, c'est juste mettre le petit pied. Hey, j'ai du temps libre. Comment je peux t'aider? Hey, on va trouver quelque chose, c'est sûr. Il y a plein de choses qu'on peut faire à l'entour ici. La Fédération UPA Outaouais-Laurentides consent une aide financière de 10 000 $ à l'organisme Écoute Agricole dans le contexte du projet de TGV Québec-Toronto qui aurait pour effet d'accentuer la détresse des producteurs agricoles. J'en discute avec Stéphane Allary, président de la Fédération. Bonsoir, Monsieur Allary. Bonsoir. Bon, alors vous signalez que l'annonce de ce projet, qui n'exclut pas le recours à des expropriations, a donné lieu à des témoignages d'inquiétude chez vos membres. Qu'est-ce que vous entendez exactement en provenance du terrain?
Ben, premièrement, c'est de l'incertitude, c'est de l'anxiété, c'est quand même un corridor qui est large, de 10 km. Ouais. Alors, ça englobe plusieurs entreprises agricoles, plusieurs citoyens aussi ruraux. Fait que tout ça amène, vous savez, c'est où ce qu'elle va passer, la tournade, un peu dans ce sens-là, quand une tournade s'en vient, où elle va-t-elle passer? Quand ça passe chez vous, c'est énervant, puis c'est ça. Fait que ça crée beaucoup là, de détresse un peu au niveau des producteurs, surtout. Ouais. Écoute Agricole, c'est un organisme qui offre du soutien psychologique aux agriculteurs et agricultrices. Comment ils s'organisent, comment ils procèdent pour rejoindre justement les agriculteurs sur le terrain? Premièrement, ils ont fait quand même, ça fait depuis longtemps qu'on a cet organisme-là, qui est quand même bien connu dans les Laurentides, dans l'Outaouais aussi, quand il y a des problématiques pour des fermes ou toutes sortes d'enjeux majeurs sont là pour répondre. Il y a une ligne téléphonique, il y a aussi les travailleurs il y a des travailleurs de rang qu'on a, mais à travers ça, on a aussi là comme des sentinelles. Et quand on a des sentinelles, ça peut être les professionnels de la santé, des professionnels qui touchent tout autour de la ferme, quand ils voient qu'un producteur a des enjeux où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à la ferme, où l'individu a des difficultés, ben, c'est tout de suite ressenti et ensuite de ça, on dirige. Ensuite de ça, c'est le professionnalisme qui fait en sorte qu'ils répondent aux appels, qui dépendent de ce qui en découle. Dans le corridor dont on parlait tout à l'heure, c'est un corridor de 10 km de largeur. Le promoteur Alto commence déjà à faire des études de terrain, là, si on m'a bien informé. Les producteurs ont le choix d'autoriser ou non le promoteur à faire ces études sur leur propriété. Est-ce que vous leur conseillez d'accepter ou de refuser? Pour nous, pour l'instant, on recommande de ne pas signer rien encore, c'est sûr. Parce que nous, je pense que ce projet-là, c'était un petit peu un non-sens de passer ça dans la zone agricole. Là. C'est sûr et certain, parce que les enjeux, c'est des enjeux qui vont être à long terme. Et puis, c'est bien difficile d'évaluer aussi encore tout le coût de ça qui va être engendré peut-être les 100 prochaines années avec un service comme ça. C'est ça. La mairesse de Mirabel, Roxane Terrien, a remis il y a quelques semaines un mémoire au ministre fédéral des Transports, lui demandant, entre autres, que le TGV soit détourné là, pour traverser la zone aéroportuaire. Est-ce que ça vous semble une avenue intéressante, ça, pour les agriculteurs? Ben pour nous, pas nécessairement intéressant parce que, vous savez, quand vous emmenez une autre structure, un autre moyen à l'extérieur de la grande ville de Montréal, ça va amener encore une pression sur les terres agricoles au niveau de bâtir des services parce que faut que les gens, ils vont vouloir aller se bâtir proche de ça, ils vont vouloir aller... Fait que ça va amener de la pression supplémentaire, puis ça, je pense pas qu'on est rendu là parce que dans les OGAD, dans toutes les planifications des villes, on est supposé densifier la population et non à élargir. Puis, vous savez, on se débat souvent avec ça. On amène souvent le point du 2%. Au Québec, on a 2% du territoire agricole. Fait qu'on n'a pas... c'est même pas comparable à l'Ontario ou à d'autres provinces où est-ce qu'ils ont peut-être 30-40% de territoire agricole. Nous autres, au Québec, là, pour se nourrir, on a par populace, par personne, on a 100 pieds par 100 pieds à peu près. Que donc, le point n'est pas gros dans le carré. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on n'a pas les moyens de sacrifier du territoire agricole. Là. De notre part, non. Je pense qu'on est déjà là. On a vécu Mirabel, ils ont vécu tout l'aéroport, puis on veut pas revivre ça. Puis ça fait 5-6 générations, puis il y a des jeunes qui ont investi, puis on a de la relève. Puis si on en ramène encore un enjeu comme ça, la sécurité aussi, les services municipaux, parce qu'un train TGV, c'est pas un train ordinaire. On coupe vraiment, parce qu'on trouve aussi qu'il manque de cohérence. On nous demande de la biodiversité, s'assurer que la faune, s'assurer que tout ce côté-là soit amélioré sur nos territoires, dans nos régions, puis on nous emmène à un train. Donc, écoutez, je comprends pas, là. Ouais, ben écoutez, en terminant, je rappelle que le tracé sera connu d'ici la fin de 2026. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Stéphane Allary, vous êtes président de la Fédération UPA Outaouais-Laurentides. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.
On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La franchise Pizza 900 se démarque à l'international, notamment avec des pizzaioli des Basses-Laurentides. Oui, Claude, une délégation donc de Pizza 900 s'est rendue à l'International Pizza Challenge du Pizza Expo à Las Vegas à la fin du mois de mars, une compétition très reconnue dans le milieu. C'est là que le chef exécutif de la marque 900, Mirko D'Agata, a été sacré World Champion Pizza Maker, soit le meilleur pizzaiolo au monde, toutes catégories confondues. De nouveaux talents faisaient partie de cette délégation, dont Gabriel Pereira, chef pizzaiolo à la succursale de Blainville. On est allé lui rendre visite après son voyage à Las Vegas. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Mon parcours en bref, en fait, j'ai commencé il y a 2 ans et demi environ comme un travail étudiant régulier. Puis cette passion-là s'est un peu renforcée. Puis c'est un peu, je me suis un peu découvert dans ce métier-là de la restauration, mais plus précisément dans le métier de la pizza. Puis de fil en aiguille, bien, c'est justement, j'ai développé cette passion-là pour la pizza. Je me suis de plus en plus informé. Ça s'est découlé à un point tel où est-ce que Karine, la propriétaire du restaurant, ma mentor, m'a proposé un poste de gestion de cuisine, puis un peu de gestion de son restaurant. Puis j'ai tout de suite accepté. Ça a été la meilleure décision de ma vie parce que ça m'a permis justement d'aboutir à plusieurs projets que j'ai réalisés dans les derniers mois ici, justement, au 900 à Blainville. Pour moi, c'était une première participation. Cette compétition-là existe depuis super longtemps. C'est quelque chose qui est super reconnu dans le milieu de la pizza partout dans le monde. Je dirais même que c'est pas moi qui le dis de mes propres mots, mais ça a été techniquement officialisé la plus grande compétition internationale de pizza au monde. Il y a plus de 750 compétiteurs. Mais pour ma part, oui, ça a été ma première apparition. Ça s'est quand même fait rapide, justement. Ça va faire même pas 2 ans et demi que je fais de la pizza environ. Ça fait 1 an que je commence à creuser plus ce domaine-là. Je suis un petit bébé dans ce grand monde-là. Je peux donner l'exemple qu'il y a des personnes qui ça fait plus de 15-20 ans qui participaient à ce genre d'expo-là de pizza. La compétition que moi j'ai participé, c'était en fait c'était la classique pizza napolitaine, avoir la napolitaine STG, on appelle là, on pouvait faire 4 sortes de pizzas différentes dans ma catégorie à moi. J'ai décidé de faire la marinara, qui est la pizza un peu la plus simple en termes d'ingrédients, mais moi je pense vraiment que la simplicité peut tout le temps toucher un peu la complexité parce que tu as moins d'ingrédients. On va essayer tout le temps de maîtriser si j'ai seulement 4 ingrédients, mais je m'attends à maîtriser ces 4 ingrédients-là, puis du moment où on le fait parfaitement, ça donne une marinara exceptionnelle. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis préparé tout au long de ma compétition pour justement faire une pizza marinara qui contient seulement 4 ingrédients. Il y a la sauce tomate, il y a l'ail, l'huile d'olive et l'origan, puis évidemment la pâte qu'on enfourne pendant environ 1 minute et demie, puis qui donne un résultat vraiment très simple, très typique napolitain, qui est quand même assez compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de critères qui font en sorte qu'une marinara soit bien exécutée. Tout ce qu'on utilise en ce moment, ça a été fait soit hier, mais souvent plus avant-hier. Bon, c'est de la pâte qui a été quand même fermentée pendant entre 24 et 48 heures, je dirais. Puis justement, c'est vraiment comme pour développer ce goût-là de fermentation, puis justement laisser le processus de fermentation, puis d'alvéolage, puis de gaz dans la pâte pour créer ce fluffy-là, justement. Parce que si je faisais ma pâte le matin à 9 h, puis je l'utilisais tout de suite à 1 h ou 2 h de l'après-midi, il n'y aurait pas eu le temps encore il n'y aurait pas eu assez de temps puis assez de processus pour faire alvéoler la pâte dans le four. Comment c'est un peu passé la semaine, c'est que on arrivait là dimanche soir, puis on compétitionnait seulement mercredi. Ça veut dire qu'on avait quand même un certain temps d'adaptation, puis justement d'avoir le temps de faire nos levains puis faire notre pâte. J'ai fait ma pâte le mardi pour ma compétition mercredi. Ça veut dire que oui, toute la pâte, c'est de la préparation qui se passait là-bas. L'équipement était tout fourni. Les ingrédients aussi là-bas étaient tous fournis. J'ai déjà fait comprendre aux gens du groupe 900 que mon objectif, ça va être définitivement d'y retourner l'an prochain. J'ai comme déjà plein d'idées de ce que j'aimerais apporter différent, puis des techniques aussi que j'aimerais faire. Puis j'ai déjà commencé tranquillement à faire des essais, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre une approche différente, puis pas justement seulement faire de la pizza. C'est genre découvrir la fermentation en général en faisant du pain, en faisant des focaccia, en faisant d'autres genres de fermentation pour être capable vraiment comme de mieux comprendre ce procédé-là. Mais en ayant comme but avec tous ces essais-là de pain, whatever, de participer puis de vraiment mieux comprendre pour la compétition l'année prochaine. C'est mon but en fait. Hein. Les critères justement d'une pizza comme ça, il faut que ça soit une cuisson qui est bien maîtrisée. Ça veut dire que ça soit un tacheté léopard en dessous de la pizza.
que ça soit une croûte qui est super souple, facile à manger, que ça soit comme un peu fondant quand on le mange, que la répartition des ingrédients soit bien faite. D'abord, ça veut dire le ratio entre l'ail, l'huile d'olive, la sauce tomate puis l'origan. Il faut que les 4 s'agencent super bien parce que du moment où tu en as un trop ou un de moins, ben l'agencement ou l'umami se fait un peu moins bien. Non, c'est vraiment ça. Il faut que ça soit une pizza vibrante avec des ingrédients frais, qui est vraiment très, très molle, très simple à manger avec beaucoup d'alvéoles à l'intérieur puis qui a aussi d'alvéolage sur la continuité de la pizza au complet, là. J'ai fini 65e parmi plus de 100 compétiteurs. Alors pour moi, c'était quand même un bon placing parmi tous ces gens-là. Il y avait un secteur compétition, mais il y avait aussi un secteur où est-ce que c'était une exposition de pizza. Puis c'était plus de 500 kiosques que ça peut aller dans l'alimentaire jusqu'à ce que ça peut être de l'équipement ou de la machinerie pour automatiser les restaurants ou bref. Il y a plein d'entreprises qui viennent un peu pitcher leurs idées puis leur découverte non seulement de la pizza, mais pour juste améliorer le domaine de la restauration en général. Je pense qu'il y avait plus de 25 pays qui participaient, tous des pizzaiolos partout dans le monde. Là, c'était vraiment une très belle expérience. Voilà, Claude, notez aussi que Mathilde Arsenault, pizzaiola dans le restaurant de Boisbriand, s'est aussi démarquée en arrivant 71e au monde. On la salue. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.